Bonsoir à tous, c'est l'heure du 19h de Public Sénat, toute l'actualité politique et parlementaire. Voici les titres donc de ce lundi. Un accident nucléaire dans le Gard, une explosion sur un site de recyclage de déchets à Marcoule au bord du Rhône, un mort et 4 blessés, mais aucune fuite radioactive, assurent les autorités. L'hypothèse d'une faillite de la Grèce fait dégringoler les bourses mondiales. Les grandes banques françaises tentent de conjurer un scénario noir, mais peinent toujours à rassurer. La Société Générale arrête un plan d'économie. La confession fracassante de Robert Bourgi jette une lumière crue sur l'argent sale de la France-Afrique. Même Jean-Marie Le Pen a reçu des versements du Gabon en 1988, assure l'avocat. Page spéciale à la fin de cette édition, avec notamment l'avocat pénaliste William Bourdon et le grand spécialiste de la France-Afrique, le journaliste à l'Express, Vincent Hugeux. Un mort donc et 4 blessés, dont un grièvement dans l'explosion aujourd'hui d'un four sur un site de retraitement nucléaire du Gard. EDF et les autorités publiques ont multiplié les propos rassurants sur ce qu'elles présentent comme un simple accident industriel. Margot Aubrio. De l'extérieur, aucune trace de l'explosion. Et pour les autorités, l'accident est déjà clos, sans risque de fuite radioactive. Cela s'est passé en fin de matinée. Un four a explosé sur le site nucléaire de Marcoule, dans le Gard. Dernier bilan, un mort et 4 blessés. Et très vite, des craintes de fuite radioactive. Fukushima est encore dans tous les esprits. Mais les autorités rassurent, c'est un accident de type industriel et non nucléaire. Aucun rejet radioactif à l'extérieur donc, pas de contamination ni d'évacuation, et dans l'enceinte, une radioactivité très faible, sans conséquence. Mais déjà des voix s'élèvent pour mettre en cause la sûreté nucléaire du site. Ce site ne faisait pas partie de l'audit qui a été lancé par le gouvernement après Fukushima. Et pourtant, on parle bien d'un site nucléaire, mais a priori, il ne sera pas contrôlé. Sa tenue au séisme, sa tenue à l'inondation ne seront pas contrôlées dans le cadre de l'audit. Ce qui nous permet de dire que le gouvernement n'a pas tiré toutes les conséquences de la catastrophe de Fukushima. La ministre de l'écologie Nathalie Kosciusko-Morizet était attendue sur place en fin d'après-midi. L'Agence internationale de l'énergie atomique réclame des explications à la France. Une enquête devra déterminer les causes de l'accident. Accident industriel ou pas, donc en tout cas, Eva Joly voit dans cet accident dans le Gard aujourd'hui une preuve supplémentaire du risque inacceptable, dit-elle, que constitue le nucléaire pour la vie humaine. La gauche, de son côté, réclame la plus grande transparence sur les causes de cette explosion. Une première depuis plus de 15 ans maintenant. Le président du Rwanda à l'Élysée, Paul Kagame, a assuré à Nicolas Sarkozy qu'il voulait aller de l'avant. Il l'a rencontré donc lors d'un déjeuner à l'occasion de cette visite très controversée, car des contentieux bien sûr existent entre les deux pays sur la part de responsabilité de la France dans le génocide de 1994. Ainsi, Gérard Larcher ne recevra pas, lui, Paul Kagame, en raison des accusations visant l'armée française. Flora Sauvage. 17 ans après le génocide, Paul Kagame, le président rwandais, est en visite officielle à Paris. Une première pour celui qui fut l'adversaire de la France pendant la guerre au Rwanda. Reçu à l'Élysée ce midi, il cherche à rétablir les liens avec son homologue Nicolas Sarkozy. Des liens toujours entachés par le contentieux autour du rôle de la France pendant le conflit. En venant ici, nous regardons vers l'avenir plutôt que vers le passé. Je suis ici pour construire l'avenir, pas le passé. Mais la visite officielle de Paul Kagame suscite des remous en France. Kigali a longtemps accusé les militaires français de complicité de crimes de génocide pour avoir, sous couvert de l'opération turquoise en juin 1994, permis la fuite de génocidaires Hutus. Au Sénat, Gérard Larcher a choisi de ne pas recevoir le chef de l'État rwandais, une décision approuvée par la majorité des sénateurs. Le personnage est plus que controversé, est extrêmement discutable. Personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'il a des responsabilités très lourdes dans les drames qui ont déchiré le Rwanda. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a décidé de tourner la page, car le Rwanda reste un acteur clé dans la région des Grands Lacs. Le président Sarkozy est d'une certaine façon opportuniste, voire habile, en acceptant de le recevoir et en disant « discutons de l'avenir ». Et bon, c'est évident que le président de la République veut oublier le passé, parce que le passé est extrêmement compromettant pour la France. Le chef de l'État rwandais devrait achever sa visite en France par une rencontre avec le patronat.
Dominique Strauss-Kahn, entendu aujourd'hui par les enquêteurs français. 3 heures d'audition en qualité de témoin, ont précisé ses avocats à propos des accusations de tentative de viol formulées par la romancière Tristan Banon. DSK, de son côté, a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Nouvelle critique du président du groupe socialiste au Sénat contre Gérard Larcher, accusé par Jean-Pierre Bel d'utiliser les moyens de la République au profit des candidats UMP au sénatorial. Il évoque notamment l'utilisation de la réserve parlementaire, une cagnotte permettant le financement de projets locaux pour aider donc la campagne de candidats de la majorité. Pour l'instant, pas de réaction du côté de la présidence du Sénat. Jusque-là, tenant de la vertu budgétaire, François Hollande propose de recréer quelques 60 000 postes supprimés dans l'éducation nationale. Cela depuis 2007. Du coup, à 3 jours du premier grand débat télévisé des primaires, les critiques pleuvent du côté de certains de ses opposants au sein même du Parti socialiste. Aurélien Romano. Pour séduire les enseignants, le favori des sondages en a peut-être fait un peu trop. C'est ce que ne manquent pas de lui rappeler ses compétiteurs à la primaire. Créer 70 000 postes d'enseignants, une idée pas raisonnable pour Laurent Fabius, soutien de Martine Aubry. Si dans la situation générale du pays, on dit priorité numéro 1, 70 000 emplois d'enseignants en plus, on ne sera pas crédible et les enseignants le savent bien. François Hollande a déjà été obligé de préciser sa proposition. Il a transformé dimanche 70 000 postes à créer en 12 000 par an étalés sur toute la durée du quinquennat. Ces créations d'emplois ne creuseraient pas le déficit. Mais c'est trop tard, la machine des réactions est lancée. Après Martine Aubry et ses lieutenants, c'est au tour de Manuel Valls de se poser en garant de la rigueur. Il faut dire clairement les choses aux Français. Nous ne pourrons pas dépenser 1 euro supplémentaire. Toutes les marges de manœuvre que nous réussirons demain à avoir en nous attaquant notamment aux niches fiscales ou en réformant notre fiscalité, toutes les marges supplémentaires à 100% doivent être mises au service de la lutte contre la dette. À 3 jours du premier débat de la primaire, le climat se tend entre les candidats. Seule absente dans les petites phrases, Ségolène Royal, pour laquelle les enseignants sont un sujet sensible. Suite à une vidéo internet de fin 2006 où elle sous-entendait que les profs ne travaillaient pas assez, elle avait alors perdu une partie de cet électorat traditionnellement proche du Parti socialiste. Les valeurs bancaires entraînent à nouveau la bourse de Paris dans leur chute, moins 4,03% aujourd'hui à Paris. La crainte d'une faillite de la Grèce conjuguée à l'éventuel abaissement de la note de la Société Générale, de BNP Paribas et du Crédit Agricole explique cette nouvelle journée noire sur les marchés. Marie Brémaud. La Grèce est au plus mal et ce sont les banques françaises qui trinquent. Aujourd'hui, les valeurs bancaires de la BNP Paribas, du Crédit Agricole et de la Société Générale ont perdu en moyenne 10%. Des établissements fragilisés par une Grèce au bord de la faillite qui semble dans l'impossibilité de rembourser ses créditeurs. Or, les banques françaises ont prêté beaucoup d'argent à ce pays. La BNP Paribas, près de 5 milliards d'euros. La Société Générale, 2,5 milliards. Le Crédit Agricole, 650 millions d'euros. Conséquence, les bourses s'affolent. À Paris, le CAC 40 est à son plus bas niveau depuis 2 ans. Dans ce contexte, les déclarations se succèdent, les décideurs se veulent rassurants. Après le directeur de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque de France, c'est au tour du ministre français de l'économie de monter au créneau. Selon François Baroin, les banques françaises peuvent faire face à tout scénario grec et n'ont pas de problème de solvabilité ou de liquidité. La Société Générale a annoncé un vaste plan d'économie. Objectif, réduire la taille de ses activités à risque et ainsi limiter la casse. Les banques françaises restent plus que jamais sous la menace d'une dégradation de leurs notes par les agences de notation. Banque elle-même, et donc on l'a entendu, le ministre de l'économie, François Baroin, assure qu'il n'y a donc pas de risque ni de problème de liquidité, mais nous sommes bien face à une alerte rouge. Avec nous Gérard Bonos de Public Sénat. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Et Philippe Frémaux d'Alternatives économiques, dont la dernière livraison est justement titrée « La crise, acte 3 ». C'est celle que nous vivons actuellement et elle sera fatale? Non. Non. On ne va pas faire jouer les Cassandres pour avoir l'air plus malin. D'accord. Alors d'abord... Ce qui est clair, c'est qu'on est sur le fil du rasoir. Très bien. Alors d'abord, Gérard Bonos, la pression devient très très forte. Effectivement, ce sont toutes les banques françaises qui sont sur le fil du rasoir. La Société Générale, dont le cours a fondu, il faut le dire,
de 58% depuis juillet, annonce même aujourd'hui un plan d'économie. Alors dès avant l'ouverture de la bourse ce matin, on savait que c'était quasiment inévitable, une dégradation des banques. Elle va arriver, un banquier de la place me l'a confirmé, avec l'inquiétude particulière en effet pour deux banques, même si BNP Paribas est très engagé avec, Marie l'a dit, avec 5 milliards d'euros de dette grecque, moins pour les deux autres, mais les deux autres ont des banques sur place, le Crédit Agricole et Société Générale, donc on ne connaît peut-être pas l'ampleur justement du dégât de ces banques, de ces banques grecques. C'est vrai que Frédéric Oudéa a très vite réagi parce qu'il a été quand même lui pas mal plombé, si vous me permettez la formule, par des crises précédentes. Plus on n'a pas complètement psychologiquement soldé l'affaire Kerviel, donc il fallait qu'il soit très réactif. C'est pour ça qu'il a annoncé un plan d'économie. Il a dit qu'il allait se débarrasser d'actifs non stratégiques et qu'il avait non seulement ça, mais bouclé aussi son plan de financement de 26 milliards d'euros à un taux très compétitif. On ne le connaît pas encore. Se voulant, Marie l'a dit, rassurant, François Barouin est monté au créneau, mais aussi Angela Merkel, José Barroso, Jean-Claude Trichet pour rassurer un peu les marchés sur la solidité des banques. Visiblement pas en apparence. Je pense que le prochain rendez-vous important, ça sera le 23 septembre à Washington, où là, ça sera le G20 qui va se réunir sous la houlette de la présidence française, en espérant qu'ils auront retenu les enseignements de cette tempête. Très bien. Alors, Philippe Frémaux, quel scénario, selon vous, faut-il redouter aujourd'hui, sans jouer les oiseaux de mauvais augure, comme vous le disiez, et les Cassandres? Je pense que pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, on est dans une situation très différente de celle de 2008. En 2008, on a eu de fait une crise financière avec des répercussions sur les banques qui ont fait craindre un effondrement général des banques et du crédit. Là, on est dans une situation très différente. On a des doutes sur la solidarité au sein de la zone euro et donc des doutes sur la capacité de certains pays à faire face à leurs dettes souveraines. Et du coup, les banques qui ont soit prêté à ces pays, soit qui sont implantées dans ces pays, subissent de fait une sorte de contre-coup de cette inquiétude sur ces dettes publiques et sur la solidarité au sein de la zone euro. Si bien que le problème n'est pas tant le problème des banques, au-delà de ce qu'on peut discuter sur est-ce qu'elles ont suffisamment de fonds propres pour faire face aux risques auxquels elles sont exposées en général, ce qui n'est pas faux, mais c'est d'abord le problème de la zone euro et des États de la zone euro. Donc ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de gestes politiques forts. La question est de savoir... Parce que ça fait, à chaque réunion internationale ou européenne, ces messages, ils sont transmis normalement. Non, justement, parce qu'il y a constamment des messages contradictoires. C'est-à-dire, d'un côté, on se met d'accord en juillet pour faire un fonds d'aide à la Grèce, mais ensuite, vous avez la Finlande qui dit « Ah, moi je veux bien, mais à condition que j'ai des garanties particulières, la Slovaquie qui ici. » Mais bon, ensuite, vous avez un ministre qui dit « Ah, bah, si la Grèce sortait de la zone euro, finalement, ça ne serait pas totalement la catastrophe, c'est envisageable. » Donc vous avez constamment une sorte de friture sur la ligne qui fait que les marchés ont de bonnes raisons de se méfier, effectivement, et avec des risques qui sont des risques importants. Alors, si on veut raison garder, on peut se dire, bon, la Banque centrale, finalement, elle a refinancé jusqu'à présent toutes les banques en rachetant effectivement des titres des États en difficulté sur le marché secondaire, sur le marché de l'occasion. Donc il n'y a pas de problème de solvabilité des banques. Quand le marché interbancaire a tendance à se bloquer, c'est-à-dire que les banques refusent de se prêter entre elles parce qu'elles sont très méfiantes, la BCE est prête à venir les refinancer. Donc on a à la fois une attitude du banquier central qui est une attitude responsable, et dans le même temps, il semblerait que pour l'instant, en tout cas au niveau des grands États de la zone euro, l'idée qu'il y aurait un bénéfice quelconque à ce qu'un État sorte de la zone euro n'est vraiment pas l'idée dominante, parce qu'on sait très bien qu'une sortie de la Grèce serait quelque chose de totalement ingérable et avec des conséquences incalculables. À la fois, si le pays sort de la zone euro... Le problème, c'est qu'on n'est pas dans une situation d'un petit pays. C'est ce qu'explique très bien Jean Pisani-Ferry dans Le Monde de ce soir. Donc, je vais reproduire ses arguments, donc je le cite. Mais il nous explique, et c'est ce qu'on a développé aussi comme argument dans Alternatives économiques, que la situation de la Grèce n'est pas un petit pays du tiers-monde qui n'aurait qu'à imprimer des billets. On a un pays dans lequel vous avez un État, des banques, des entreprises qui sont très impliquées dans le commerce et dans la finance intra-européenne. Et si demain, on avait une nouvelle monnaie grecque qui s'effondrerait, qui vaudrait par exemple 4 fois moins cher
comme ça a été le cas pour le peso argentin, quand l'Argentine a sorti du lien qu'elle avait avec le dollar. Le reste des pays européens on se retrouverait avec des niveaux d'endettement colossaux, on se retrouverait avec des dettes qui seraient une insolvabilité grecque totale. Aujourd'hui, on est dans une situation où il faudrait peut-être accepter que ce qu'on a prêté à la Grèce vaille 20, 30, 40% moins cher, mais que la Grèce soit solvable, qu'elle renoue avec la croissance. Et les enjeux, on ne va pas attendre la fin du mois, ça va être déjà mercredi, quand la Troïka va retourner à Athènes et va décider ou non de débloquer la tranche que la Grèce doit toucher du premier plan d'aide qui avait été décidé l'an passé. Et puis on va avoir aussi l'enjeu du prochain week-end, quand les ministres des Finances européens vont se retrouver en Pologne et vont décider des conditions dans lesquelles le secteur privé devra être ou non associé au second plan d'aide à la Grèce. Les États cherchent à sauver la Grèce. Et l'euro. Et l'euro. Et aujourd'hui, doivent-ils sauver également les banques, par exemple en France? Alors, moi je pense que, c'est ce que j'ai essayé de commencer par ça, mais je pense que la meilleure façon de sauver les banques aujourd'hui, c'est d'abord de montrer qu'on sera solidaires entre nous dans la gestion de cette crise de l'euro. Et si la stabilité revient au sein de la zone euro, la stabilité bancaire nous sera donnée par surcroît. D'autant qu'il y a une espèce de phénomène, c'est qu'elle peut, si la Grèce sortait de l'euro, elle resterait dans l'Union européenne. Donc vous imaginez un peu, c'est ingérable. On ne sait même pas faire, parce qu'il n'y a pas de clause de sortie de l'euro. La seule façon de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union européenne au niveau du traité. Très bien, donc on vous a compris. Et tout ça pour 2% de la zone euro. Philippe Frémaux, sauver l'euro pour pouvoir sauver les banques dans un second temps. C'était la question du nouvelobs.com, le partenaire du 19h de Public Sénat. Faudra-t-il encore sauver les banques? La question vous a été posée et vous avez répondu non à 67%. Et je vous renvoie donc à Alternatives économiques. Vous êtes effondré, monsieur Frémaux? Oui, je suis un peu effondré parce que la question c'est, il faut sauver les banques. La question c'est, est-ce qu'il faut sauver les banquiers? Et c'est deux questions distinctes. D'accord. Et nous, on avait dit sauver les banques. Voilà. L'onde de choc provoquée maintenant par le récit hallucinant de l'avocat Robert Bourgi qui accuse donc Jacques Chirac d'avoir été copieusement arrosé par 5 chefs d'État africains pour financer ses campagnes électorales. Jacques Chirac et ses prédécesseurs. Jean-Marie Le Pen aussi a reçu de l'argent de l'ancien président Bongo du Gabon, précise cet après-midi Robert Bourgi, qui s'emploie par ailleurs à exonérer Nicolas Sarkozy de pratiques qu'il dit révolues. On en parle avec nos deux invités juste après ce point d'étape avec Fabrice Cunet. Au lendemain des révélations du JDD, Dominique de Villepin et Jacques Chirac ont décidé de porter plainte pour diffamation. Les deux hommes sont accusés d'avoir perçu de fortes sommes d'argent de chefs d'État africains. Ces allégations sont mensongères et indignes. On voit l'acharnement, la volonté de salir la présidence de Jacques Chirac. Ah, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le moment où ça intervient. Si mon client a effectivement des difficultés de mémoire, M. Bourgi en a de plus grandes que lui apparemment. Robert Bourgi maintient aujourd'hui ses accusations. Face aux démentis des intéressés, il a même reçu le soutien de certains intermédiaires. Les démentis comme ça n'emportent pas le fait que c'est une réalité absolue, qui d'ailleurs ne doit sans doute pas s'arrêter au personnage que M. Bourgi a dénoncé, mais qui est une pratique historique. Dans ces accusations, Robert Bourgi, longtemps le monsieur Afrique de l'Élysée, donne des chiffres. 20 millions de dollars en liquide au total entre 1995 et 2005. Pas de cahier de compte ou de comptabilité précise, et donc pas de preuve. Je n'ai aucune preuve. Dans ce domaine-là, il n'y a aucune preuve. Aucune trace. Aucune trace. Et tout le monde le sait, à commencer par ceux à la disposition desquels je vais me mettre, c'est-à-dire les magistrats. Il n'y a pas de traces dans ce domaine-là. Au-delà de Jacques Chirac et Dominique de Villepin, c'est donc tout un système de financement qui est dénoncé. Un système qui se serait arrêté en 2007. L'hypothèse fait sourire l'opposition qui réclame une enquête. À droite, on réclame des preuves. Les invités du 19h, donc Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express et puis grand spécialiste de l'Afrique et de la France-Afrique, et maître William Bourdon, avocat pénaliste et président de Sherpa, une association de juristes. Vous vous occupez des biens mal acquis à Paris, particulièrement des dirigeants africains. Est-ce que vous étiez soucié jusqu'à présent éventuellement des biens mal acquis d'hommes politiques français venant d'Afrique ? Non, écoutez, c'est déjà une tâche difficile de s'occuper du patrimoine immobilier des chefs d'État africains. Il y a déjà eu beaucoup d'obstacles. Le parquet de Paris
a mis beaucoup de talent et d'énergie pour empêcher que cette enquête émerge. Alors si en plus il faut que je m'occupe de toutes les turpitudes de la République... Vous y êtes intéressé depuis hier. Vous avez été halluciné comme nous par le récit de Robert Bourgi dans le JDD? Ah non, halluciné certainement pas. Non, les détails, les anecdotes. On est évidemment un peu saisi d'effroi devant le volume, les procédés, la durée de ces opérations, mais en même temps c'est quand même un énorme secret de polichinelle qui s'évente sous nos yeux. Vincent Hugeux quand même. Et Robert Bourgi dit qu'il n'a pas de preuves. Vous, il faut croire tout ce qu'il dit? Certainement pas. Alors, d'autant moins halluciné au demeurant qu'il me reçoit le 3 janvier 2006 dans la quiétude confortable de son cabinet d'avocat, avenue Pierre Ier de Serbie, dans le 16e arrondissement de Paris. Et là, il me raconte exactement ce que je retrouve en tout cas en partie dans la fracassante interview du JDD, notamment l'épisode ivoirien, avec les mêmes détails, et le même luxe d'ailleurs de détails, c'est-à-dire la rencontre dans la suite du Plaza Athénée, palace parisien avec Laurent Gbagbo, puis l'équipée sauvage en compagnie de Eugène Alou, patron du protocole ivoirien à l'époque, jusque sous les lambris du bureau du secrétaire général de l'Élysée, un certain Dominique de Villepin, en présence de Chirac, et le luxe de détails ne s'arrêtant jamais. J'ai aussi l'anecdote, à ce moment-là, des liasses de dollars empaquetées dans une pub pour une nouvelle Austin. Il voulait déjà alléger sa conscience quand il vous a raconté tout ça. Pourtant, c'est quelqu'un qui, à l'évidence, a un repentir tardif et sélectif, mais il se trouve qu'à ce moment-là, il m'implore de faire en sorte que l'on ne sache jamais que nous nous sommes vus. Et lorsque je lui... téléphone quelques jours plus tard pour recouper un détail, il me redit mais attention vraiment, je prends des risques, etc. N'oubliez pas que je suis père et grand-père. Il m'aurait presque arraché des larmes. Donc, repentir tardif, ô combien, et sélectif. Pourquoi? Parce que notre ami Robert Bourgi, cet avocat qui n'a jamais plaidé et qui s'en vante, c'est quand même quelqu'un qui a été très longtemps le fiston d'Omar Bongo, le défunt président gabonais. Bon, il se vantait de l'appeler papa, en fait, etc. Ça fait partie des petites choses qui ajoutent, paraît-il, une touche humaine, mais qui sont assez dérisoires au fond. Eh bien, c'est quand même quelqu'un donc particulièrement bien placé pour savoir que Omar Bongo, qui est quand même le maître de cérémonie dans ce genre de rituel financier, a arrosé copieusement à peu près tout le spectre politique français, en tout cas du Parti socialiste jusqu'au Front national inclus. Avec, il faut le reconnaître... Quand Laurent Fabius dit que c'est un des plus gros scandales qui pourrait toucher la droite, il est un peu limité là, dans son appréciation. Alors. Un tout petit peu prudent. Dans un bouquin qui s'appelle Les Sorciers Blancs, que j'ai sorti en 2007, je cite, avec son aval évidemment, Guy Laberty, alors patron des affaires africaines pour le PS, et qui me dit... Eh bien, écoutez, Michel Rocard a financé son courant avec l'argent d'Omar Bongo, au travers de missions plus ou moins pertinentes sur la réforme administrative, etc., etc. Donc voilà. Alors, Maître Bourdon, donc le barreau de Paris, en tous les cas, dit qu'il annonce une enquête déontologique sur Robert Bourgi. Pour vous, vous attendez surtout une action du parquet aujourd'hui qu'il se saisisse de ces déclarations, de ces révélations? Il y a deux choses. D'abord, j'ai demandé aux deux juges d'instruction chargés de l'affaire BMA d'entendre... L'affaire des biens mal acquis, pardon. Pourtant, c'est une espèce d'acronyme qui semble avoir fait florès. Je vais peut-être un peu trop vite. Donc, des biens mal acquis d'entendre Robert Bourgi. Monsieur Leloir, que j'ai pu contacter, m'a confirmé qu'il allait l'entendre. Donc, il va l'entendre en ma présence pour me permettre de lui poser un certain nombre de questions. Et on verra si monsieur Robert Bourgi détaille, précise ce qu'il a indiqué dans différents médias depuis 24 heures. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il soit dans une logique de repentir qui suppose tout d'un coup une espèce de conscience morale qui leur envahit. C'est une logique d'agenda politique, il est en service commandé. En tous les cas, c'est pas... Non, vous n'êtes pas d'accord, là. Enfin bon, je ne vais pas sonder les âmes, mais surtout pas celle de Robert Bourgi. J'ai du mal à penser que tout d'un coup, une espèce de Saint-Esprit lui ait traversé le cerveau et lui ait donné une espèce de volonté de repentir et de s'expliquer. Je crois qu'il a le sentiment de s'être fait avoir, il a des comptes à régler, et c'est malheureusement le ressort qui l'anime. Mais prenons ce qu'il a à dire, et que les juges vérifient, dans le cadre de cette enquête, si effectivement il peut éclairer la manifestation de la vérité. Et puis un deuxième sujet, qui est indépendant de l'audition de Robert Bourgi par ses juges d'instruction, ce sujet, c'est que le parquet de Paris, aujourd'hui, me semble-t-il, a le devoir absolu, immédiat, sans attendre qu'on le supplie, sans attendre que les ONG comme Sherpa ou Transparency International France ou d'autres le lui demandent. Ça serait son honneur de le faire, d'ouvrir une enquête préliminaire tout de suite, sans délai,
voir une information, ne tergiverse pas comme il l'a fait depuis des années, chaque fois qu'une affaire montrer le bout de son nez est susceptible, à un moment donné, d'embarrasser gravement ceux qui sont aujourd'hui les plus hauts représentants de l'État. Quelle image de la France pourrait sortir de Écoutez, cette moi, enquête? j'ai un sentiment qui est très ambivalent. À la fois que la vérité soit en marche, on ne peut pas s'en plaindre. Tout ça va, une fois de plus, attiser le populisme dans sa version la plus répugnante. Par ailleurs, pour l'image de la France, c'est terriblement dégradant. Moi, je pense à des amis africains qui se battent pour la démocratie. Vincent Hugeux en connaît comme moi, et qui ne cessent de dire ce que nous savons depuis des années, qui ne cessent de dire que l'image de la France est gravement compromise du fait, effectivement, de ces logiques de prébande. Vous n'imaginez pas quand même qu'un intermédiaire passe à table aujourd'hui. Non, mais ce qu'il faut dire aussi, juste un mot encore, parce que cet argent donné, il n'a pas été pour les beaux yeux de Jacques Chirac, de Villepin. Quelle contrepartie? Il y a eu des contreparties. Quelle contrepartie? Eh bien, ça a été une logique de complicité, de complaisance et de silence sur toute une série d'exactions de sang ou à col blanc commises par ces chefs d'État et leurs clans depuis des années. Le potentat africain qui arrose un parti politique ou un candidat à une présidentielle s'achète une assurance vie. Ah oui? C'est-à-dire qu'en gros, le contrat, c'est en contrepartie, quand j'ai besoin d'une rallonge budgétaire parce que mes fonctionnaires commencent à renacler, tu alignes. Si j'ai une opposition un peu turbulente qui vient hurler sous mes fenêtres, tu envoies tes paras, etc. C'était ça le contrat. Et évidemment, lorsque un politicien français avait mordu à l'hameçon, il était cramé. Il le tenait par partie de son individu que vous devinerez comme moi. Donc, sur la question, à mon avis essentielle, du pourquoi maintenant, étant entendu que, quels que soient ces enjolivements dont Maître Bourgi est coutumier, avec ce goût du détail, de la petite touche humaine qui rendrait presque ça sympathique si on avait une conscience morale à ce point dégradée. Le plus intéressant, donc, pourquoi maintenant? Moi, je vois deux explications. D'abord, c'est vrai que, même si la défense de Denis de Villepin me paraît singulièrement molle, il y a là une séquence assez troublante. Quelques jours, il y aura le verdict en appel d'un procès Clearstream qui pourrait conduire à le blanchir pour l'essentiel. Il y a ce procès in absentia de Jacques Chirac, où il est quand même énormément question d'argent, de corruption, etc. Mais je vois un autre élément. Pour moi, il y a une clé qui est Alain Juppé dans cette affaire. Vous savez, Robert Bourgi est quelqu'un qui essaye de sauver son fonds de commerce. Il est en perte de vitesse, il est en déclin. Le paradoxe d'ailleurs, c'est que son étoile était déjà pâlissante sous Chirac et que c'est Sarkozy, l'homme de la rupture, qui l'a remis en selle en lui épinglant les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Voilà. Tout simplement c'est que Bourgi sait parfaitement que dans une France où le ministre des Affaires étrangères aurait véritablement prise sur les questions africaines, ce qui reste à démontrer, il n'y a aucune place pour un Robert Bourgi sur l'échiquier. Donc il envoie un message subliminal à Sarkozy, Nicolas, n'oublie pas tout ce que j'ai fait pour toi. Et il en envoie un, c'est la fin de l'interview d'ailleurs, le coup de pied de l'âne à Juppé, sur le thème, le Club 89, ce think tank très droitier dont Juppé a été un temps secrétaire général, je crois. Voilà, donc c'est ça. C'est quelqu'un qui tente de sauver les derniers meubles de sa splendeur révolue. Est-ce que la France-Afrique aujourd'hui est toujours celle que vous avez analysée autrefois, Vincent Hugeux, avec ses mallettes? Bourgi dit que non, dit que c'est fini depuis 2007. Ah oui, non, ça c'est génial. Alors on est passé comme ça, le jour précisément où Nicolas Sarkozy franchit le seuil de l'Élysée, dirait Jack Lang, on est passé de la nuit à la lumière, du vice à la vertu. Enfin, quand même, on n'est pas des perdants de l'année, donc tout ça ne tient pas la route. Les modalités ont peut-être changé, on prend peut-être plus de précautions, les sommes ne sont peut-être pas aussi extravagantes, mais je serais quand même très surpris qu'on ait à ce point atteint les rives de la perfection en quelques heures. Merci beaucoup, messieurs. En tous les cas, on n'a jamais autant parlé d'intermédiaires que depuis quelques jours, puisqu'il y a aussi monsieur Tagueddine, dont on parle beaucoup dans l'affaire Karachi. Il y a également Djouri, qui est au cœur du livre, de Pierre Péan. Voilà, merci en tous les cas, dossier à suivre. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information sur Public Sénat à 22h avec Sonia Mabrouk, qui d'ailleurs recevra Jean-Marie Bockel, éphémère secrétaire d'État à la coopération, qui dit que Bourgi m'a tué. À suivre tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, un documentaire sur le juge d'instruction, l'affaire de tous. Bonsoir à tous. Le 9 mai dernier, conformément à une loi de 2009, le muséum de Rouen restituait une tête maorie à la Nouvelle-Zélande. Cette loi de restitution des têtes maories marque une nouvelle étape dans notre pays pour une réflexion plus rigoureuse sur la question des restes humains. Et si on commence à entrer dans la logique de la restitution,
on peut être amené à vraiment appauvrir et même amputer une part de nos collections. Public Sénat vous propose de découvrir les origines et les conséquences de cette loi votée à l'initiative du Sénat. Les têtes maoris, le droit au retour. C'est ce soir à 22h30 sur Public Sénat.